Alors dans cette vidéo, j'interviens chez un client donc de type fast-food. Il fait une demande de dépannage parce que la température de sa chambre froide négative n'arrive plus à atteindre la consigne, c'est-à-dire les moins 20 degrés. Il constate que sa chambre froide ne descend pas en dessous de moins 17 degrés, ce qui est anormal. Et donc il fait une demande de dépannage parce qu'il sait que si sa chambre froide n'arrive pas à descendre à moins 20, alors qu'avant il y arrivait très bien, c'est qu'il y a un problème qui est en cours. Et que s'il fait rien, eh bien il risque d'avoir une alarme température haute la nuit parce que les fast-food ont les chambres froides qui sont sous surveillance électronique, comme les supermarchés, en tout cas les grosses chaînes de fast-food, et donc ils déclenchent l'intervention de jour. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc là j'ai un client qui s'est plaint sur sa chambre froide négative qu'elle rame pour redescendre en température. Donc là ce qui me saoule là, c'est qu'on a deux groupes de condensation. Et les deux ont une taille assez importante quand même. Et il y en a un c'est le positif, l'autre c'est le négatif. Mais je sais pas qui c'est le négatif. Donc je pense que c'est celui-là le positif, parce que je vois qu'il vient de s'arrêter là. Alors que le négatif n'est pas à la consigne, donc je pense que c'est celui-là je vois que les hélices tournent là. Je sens l'air chaud. Donc je vais aller voir. Je vais aller voir dans la négative, voir s'il n'y a pas une prise en glace. J'ai été vite fait, mais là il me faut le bonnet tout parce que là il caille trop là, il fait moins 17 dans la chambre froide. Quand j'arrive dans le fast-food, donc je demande quel est le problème. Le client me dit que sa chambre froide négative n'arrive plus à descendre en dessous de moins 17 degrés. J'ouvre la porte de la chambre froide négative pour voir un petit peu comment elle est faite. Donc c'est une chambre froide assez grande pour un fast-food. Mais bon, il fait moins 17, j'ai pas ce qu'il faut pour entrer dedans. Donc avant d'aller chercher mes habits là pour entrer dans une chambre froide négative en moins 17 degrés, on n'y va pas comme ça. Et bien je vais sur la terrasse voir les groupes de condensation, donc pour la chambre froide négative et pour la chambre froide positive. Et donc on remarque qu'il y a trois groupes de condensation, ils ne sont pas repérés. Donc j'en déduis qu'il y a un groupe de condensation avec un ventilateur, je vois qu'au moment où je monte, je vois qu'il s'arrête, donc j'en déduis que c'est le positif parce que la négative n'est pas à consigne. Après je vois qu'il y a un autre groupe de condensation avec deux ventilateurs et il y a encore un autre groupe de condensation qui est à l'arrêt. Et je vais apprendre plus tard que dans la chambre froide négative il y a deux évaporateurs dont un qui est condamné et l'autre qui est en fonctionnement. Et donc c'est pour ça qu'il y a trois groupes de condensation sur la terrasse parce qu'il y en a un qui est aussi condamné. Donc là on peut voir que c'est bien la négative celui-là. Donc là je vois que ça bulle un peu, alors il y a des passages où ça bulle pas. C'est marrant ça, hein. C'est suivant la charge thermique. Donc là on voit qu'il y a ce qui permet, c'est le variateur de tension là pour les deux ventilo-condenseurs. Parce que la chambre froide c'est une grosse, elle est pleine. Hein. Pourtant le compresseur il est pas énorme, hein, mais il y a un beau volume. Hein. Il y a pas mal de marchandises dedans. On voit le coffret électrique. LGL. Modèle Maxi CN42 ALN et daté de 2009. Et ça c'est dans la chambre froide il y a deux évaporateurs dont un qui est condamné. Et on voit l'évaporateur c'est le même au niveau dimension. Et on voit par contre la différence de taille elle est monstrueuse quoi, entre celui-là et celui-là, alors que les évaporateurs, en tout cas d'extérieurement, ils ont la même gueule. Donc j'ai repéré le bon groupe de condensation, comme il n'est pas repéré, c'est important de ne pas se planter. Donc après dans la chambre froide négative, on voit qu'il y a deux évaporateurs, un à gauche et un à droite, donc celui-là de gauche ne tourne pas et correspond au groupe de condensation qui est à l'abandon sur le toit et qui ne marche pas. Donc on peut se poser la question pourquoi ils n'ont pas démantelé le matériel. Donc j'avais pu voir donc sur mon groupe de condensation que la vanne d'aspiration était bien givrée, donc c'est ce qui me confirme que je suis bien sur le négatif. Et j'ai aussi ouvert le groupe de condensation pour la chambre froide positive, voir comment c'était
c'était à l'intérieur. Donc le groupe de condensation pour la négative a 2 ventilateurs. Et donc je regarde la ligne liquide, voir si ça bulle pas. Comme il y a un voyant donc sur la ligne liquide. Parce que je suis sur la terrasse, donc bien sûr, s'il y avait que des vapeurs ou énormément de bulles, j'aurais pu partir sur un manque de charge. Donc après je vais dans la chambre froide négative pour voir s'il y a une prise en glace sur l'évaporateur. Parce que souvent, les problèmes de température haute, c'est souvent à cause des prises en glace. Un digirage qui ne se fait pas ou la porte de la chambre froide négative qui reste ouverte et donc l'évaporateur prend en glace. Je constate que l'évaporateur est propre, il n'y a pas de prise en glace. Je constate bien sûr que les 3 ventilateurs tournent. Donc j'ai du fluide dans la ligne liquide, j'ai pas de prise en glace, donc je vais brancher mes manos sur le groupe de condensation. Là la BP est vraiment basse. Bon, le voyant bulle. Le problème c'est que j'ai un thermomètre de merde là, j'ai pas de sonde d'applique, c'est chiant, c'est galère, j'arrive pas à prendre le son refroidissement, j'ai des valeurs de merde. Donc là on condense à 41 degrés et on évapore à moins 35. On est sur du 404A. Donc là j'ai une température de condensation de 44 degrés, j'ai une température sortie condenseur de en gros 38 degrés, donc j'aurai un survoidissement de 6 Kelvin. Par contre la température d'évaporation elle est à moins 38. Elle est à moins 38 et pour mesurer la surchauffe c'est la galère, j'y arrive pas là, j'ai pas le matos pour le faire là. Il me faudrait une sonde d'applique, j'ai pas ça là. Moins 38 c'est trop bas, on dirait que le détendeur est bloqué, il y a quelque chose qui gêne le passage là. Donc sur cette photo, tu vois que la température de condensation est de 41-42 degrés Celsius. Donc on est sur l'air 404A. Donc au niveau de l'HP, on est bien, on est pas mal. À l'extérieur, il fait chaud, mais on voit qu'il y a une HP suffisante pour alimenter correctement le détendeur thermostatique. Parce que dans la vidéo froid 350, sortie astreinte à alarme température trop haute, chambre froid négative boulangerie, on avait pu voir que j'avais une HP de 18 degrés, qui était extrêmement faible, et j'avais dit que l'HP était beaucoup trop faible pour alimenter correctement le détendeur thermostatique, et ce qui provoquait donc le manque de puissance frigorifique, donc au niveau de l'évaporateur de la chambre froide négative de ce site là. Donc là on voit que j'ai une HP qui est normale. Donc là j'ai réussi à mesurer le surrefroidissement. C'est très important d'avoir un très bon thermomètre et d'avoir des sondes d'applique, parce que c'est avec ça qu'on diagnostique, c'est avec ça qu'on fait le dépannage. Donc avec un thermomètre qui est pourri, on peut mesurer des valeurs fausses et donc partir sur des fausses pistes et donc des erreurs de diagnostic. Et ça craint. Je dis que je mesure un surrefroidissement de 6 Kelvin, donc ça veut dire qu'il y a du liquide en sortie condenseur. Et donc là ce que je constate c'est que la température d'évaporation est de moins 36, moins 38 degrés. Donc là par contre c'est une température d'évaporation qui est trop basse, on devrait être à moins 25, moins 27. Et donc là je sais que j'ai du liquide, je sais que je n'ai pas de prise en glace, donc je sais que le problème vient du détendeur ou de la panne de la prédétente. Mais là on voit que quelque chose empêche le fluide de passer dans l'évaporateur. Je devrais plutôt dire quelque chose empêche une alimentation correcte de l'évaporateur. Donc la panne de la prédétente c'est très peu probable parce qu'avant ça marchait très bien. Donc souvent lorsqu'il y a la panne de la prédétente c'est au niveau du fil déshydrateur parce que le filtre à l'intérieur se casse et les billes bouchent la canalisation quoi. Donc là je vois qu'au niveau du fil déshydrateur il n'y a pas de delta T, donc à ce niveau là c'est bon. Donc à moins que quelqu'un ait écrasé le tuyau, ce qui est extrêmement peu probable vu qu'il n'y a pas de travaux, donc je vais partir directement sur le détendeur et donc là je vais essayer de mesurer la surchauffe et je vais essayer de voir quel type de détendeur j'ai. Est-ce que c'est un détendeur classique, ce qui est très peu probable, ou est-ce que c'est un détendeur avec une charge MOP, ce qui est plus probable car là on est sur une chambre froide négative qui est autonome et je constate que sur le groupe de condensation il n'y a pas de vanne de démarrage au niveau du compresseur. Donc souvent on l'appelle la vanne de démarrage, c'est la vanne de démarrage KVL, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle chez Denfos. Donc là avec mon décapeur thermique j'ai enlevé la glace un peu partout là pour pouvoir y mettre ma sonde là, parce que là je vais mesurer la surchauffe parce que là je vois que le détendeur qui me poserait problème là. Je vois que ça. Par contre là pour accéder à la vis de réglage c'est impossible quoi. Faut un mini pouce et j'en ai pas quoi.
Alors ce que je voulais dire, c'était qu'il faut un tome-pouce. C'est un tournevis avec un tout petit manche. Donc là où il y a la flèche, on voit que j'ai posé mon thermocouple. Donc là il faut savoir qu'on est dans la chambre froide négative, on est autour de moins 17. Et donc le problème qu'il y a sur les évaporateurs, c'est qu'il y a toujours du givre, de la glace. Et donc lorsque l'on met ça son thermocouple comme ça, eh bien on peut mesurer des fausses valeurs parce que la glace c'est aussi un isolant thermique. Donc on croit mesurer la bonne température, en réalité non, il faut enlever la glace. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un coup de décapeur thermique pour enlever la glace, tout ça. Le gros souci c'est que c'est toujours humide le cuivre. Donc je mets ma sonde thermocouple avec de la bande Armaflex, mais je me rends compte que ça ne tient pas quoi. C'est vraiment la grosse galère. Autant pour les températures du côté de l'HP c'est facile parce que c'est sec. Autant dès qu'on rentre dans la chambre froide, que ce soit positif ou négatif, tout est humide voire gelé. Et là c'est une très grosse galère pour prendre les températures sur les tuyauteries sans faire d'erreur de mesure. Donc il existe des outils exprès pour ça que moi je n'ai pas bien sûr hein, parce que c'est à un certain prix. Donc là où je travaillais on n'avait pas ce genre d'outils. Ce sont des sondes. Donc Testo appelle ça une sonde de température avec étrier de fixation. Donc là on le voit sur la photo, c'est super. Tu chopes le tuyau, il y a un ressort qui serre le thermocouple sur le tuyau et ça bouge pas et ça c'est génial. Par contre ça coûte 150 €. Et donc ça avec ça c'est assez facile de prendre une température correcte à l'intérieur d'un évaporateur sur la tuyauterie. Donc pour mesurer la surchauffe. Donc là j'essaie de prendre la surchauffe, j'y arrive pas, les températures que j'ai sont bidons. Donc tant que j'ai mon décapeur thermique, j'en passe un coup sur le détendeur thermostatique et sur le bulbe pour voir si, parce que ça arrive des fois qu'il peut y avoir de l'humidité qui bouche la buse et ce qui fait que ça empêche le fluide de passer. Donc bien sûr pour faire ça je fais fermer l'électrova, donc je crois que j'ai la lance anti-givrage ou alors je la mets sur off depuis le boîtier de régulation de la chambre froide négative. Donc la chambre froide je la remets en marche et je regarde quel type de détendeur thermostatique j'ai. Donc là on voit que c'est un détendeur thermostatique avec une charge MOP, donc on voit que c'est un MOP -20. Donc je sais plus ce que signifie le 30 devant le MOP là. Et on voit qu'il y a la petite pastille verte. Donc la pastille verte, il y a marqué dessus 0,6. Donc à l'intérieur, il y aurait une buse de 6. Donc c'est un détendeur MOP -20 avec une buse de 6. Donc le modèle de détendeur, c'est un TES2 de Denfos. On voit d'ailleurs que c'est un détendeur thermostatique avec une égalisation externe. Donc le détendeur MOP, je rappelle que ça veut dire, donc MOP ça veut dire Max Operating Pressure. Donc ou pression d'ouverture maximale ou pression maximum de service. Donc un MOP -20 ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bulbe, donc qui est sur la canalisation, commencera à accomplir sa fonction que lorsque la température d'évaporation sera en dessous de -20 degrés. Donc lorsque je dis en dessous de -20 degrés, c'est par rapport à la relation pression-température du fluide. Donc -20 degrés c'est en gros 2 bars sur du R404A. Et au-dessus donc ça régule pas, ça veut dire que le détendeur reste pas complètement fermé mais reste un peu fermé. Ce qui bride l'alimentation en fluide frigorigène de l'évaporateur, ce qui entraîne une surchauffe très élevée. Et à partir de -20 degrés, au bulbe, donc là c'est la température de la canalisation là où il y a le bulbe, ça doit faire une température interne de la chambre froide négative de -13 degrés. Le détendeur thermostatique régule, c'est-à-dire que s'il doit s'ouvrir, il s'ouvre pour alimenter l'évaporateur. Et donc la surchauffe doit être correcte parce que là le détendeur régule. Alors qu'avant d'atteindre le point MOP, ce n'était pas le cas. Donc on met un détendeur MOP ou une vanne de démarrage à l'aspiration d'un compresseur. Donc ça c'est quand il y a plusieurs évaporateurs négatifs sur le même compresseur. Donc là il n'y a qu'un compresseur donc avec un seul évaporateur, donc ils mettent un détendeur MOP parce que c'est moins cher. Donc on met un détendeur MOP parce que le gros problème avec le froid négatif c'est qu'il faut faire des digivrages régulièrement. Donc il y en a 2 à 3 par jour et lorsque l'évaporateur est en mode digivrage, la pression à l'aspiration va augmenter. Donc en fonctionnement on est à -27 degrés au niveau de la température d'aspiration, donc ça fait une pression assez faible. D'ailleurs un détendeur MOP -20 ça fait 2 bars à la pression d'aspiration du compresseur. Et donc à 8 degrés on a une pression beaucoup plus élevée. Et donc plus la pression d'aspiration est élevée, plus le compresseur au démarrage va avoir besoin de puissance et donc l'intensité va être beaucoup plus élevée. Cette intensité sera beaucoup plus élevée au démarrage après un digivrage que lorsque le compresseur fonctionne en conditions normales, c'est-à-dire avec une température d'évaporation de -27 degrés. Et donc pour mettre un compresseur plus petit, parce que ça sert à rien d'avoir un gros compresseur dont sa
sa puissance ne serait utile que pendant le digivrage. Et bien on met un détendeur mop ou une vanne de démarrage. Comme ça bride l'aspiration du compresseur. C'est-à-dire que le compresseur avec un détendeur mop -20 ou avec une vanne de démarrage ne pourra pas avoir une pression à l'aspiration du compresseur supérieure à 2 bars. Alors que s'il n'y avait pas ça, peut-être que la pression serait à 5, 6, 7, 8 bars. Donc le compresseur, vu qu'il est limité à 2 bars à l'aspiration, eh bien il consomme beaucoup moins au niveau intensité. Et donc ça permet de mettre un compresseur plus petit, une protection du compresseur plus petite. Donc ça sert à ça, un détendeur mop et une vanne de démarrage KVL d'Enphos. Ça sert à empêcher d'avoir une pression à l'aspiration du compresseur supérieure à 2 bars lorsque le compresseur redémarre en sortie de digivrage. Donc bien sûr avec un détendeur mop -20, car à la relation puissance-température, -20 degrés, ça fait 2 bars au du R404A. Alors qu'en four commercial, vu que c'est des centrales, il n'y a aucun souci, on met des détendeurs normaux. Il n'y a pas besoin de charge mop. Donc la charge mop, c'est la charge qu'il y a dans le bulbe du détendeur thermostatique. Donc pour être plus clair, tu peux lire, donc si tu veux des explications complémentaires, tu peux aller sur Google et tu marques dessus guide du monteur détendeur thermostatique, donc ça vient de Denfos et c'est le chapitre 01 et tu vas avoir des explications complémentaires. Donc là c'est ce que je montre là sur les photos que tu peux voir, et donc si tu veux les lire, eh bien tu peux appuyer sur pause. Donc ça vient de la documentation du guide du monteur de Denfos. Donc à noter que dessus tu as d'autres chapitres qui sont très intéressants, hein. Donc sur l'électrovanne, le pressostat, le thermostat, le régulateur de pression, la vanne à eau, le fil d'hydrateur et vent liquide, le compresseur, le groupe de condensation, les conseils pratiques, le dépannage, l'échangeur de chaleur et le régulateur électronique. Donc en tout, il y a 12 chapitres qui sont téléchargeables séparément et gratuitement et surtout en français, ce qui est rare. Donc là, on voit que sur le régulateur, je suis à -17 degrés, donc ça veut dire qu'on évapore largement en dessous des -20. Donc là, je suis bien en dessous du mop -20 et on voit qu'au niveau de l'ABP, je suis à -35, -36 degrés, ce qui représente 0,6 bar. Donc le mop -20, donc sous le point mop, c'est en dessous de 2 bars. Donc on voit que le détendeur, il est quasiment fermé, il y a un gros souci. Donc comme j'ai du liquide, parce qu'on pourrait croire comme ça que c'est un manque de charge la panne, mais comme j'ai du liquide, j'ai un surrefroidissement qui est correct, et bien je pars sur la panne donc du détendeur. Donc pour moi là, le détendeur mop est HS, il faut le remplacer. Pour moi, il n'y a plus de charge dans le bulbe, il doit y avoir une fuite sur le train thermostatique du détendeur. Donc là, donc j'ai toujours la chambre froide qui plafonne à -17, donc j'essaie de prendre la température en sortie d'évaporateur, mais j'y arrive pas avec le matos que j'ai là. Parce que la sonde thermocoupe c'est la merde à mettre, il faudrait une sonde d'applique. Donc là, ce que je vois là, c'est que c'est le détendeur mop -20 qui accomplit pas sa fonction. Donc là, pour moi, il faut changer le détendeur mop. Donc moi, j'en ai pas. Donc ça va rester comme ça en attendant de le remplacer. Donc là j'ai un gros souci, hein, j'ai pas de détendeur mop dans le fourgon, j'ai que des détendeurs normaux. Donc je me dis, si je mets un détendeur normal et que le compresseur lors des digivrages, en sortie de digivrage, sera en surcharge au niveau intensité, hein, c'est pour ça qu'il y a un détendeur mop à la base, je risque de faire sauter le GV2, en tout cas le disjoncteur moteur de ce compresseur là, et donc là la température au niveau de la chambre froide négative sera encore pire parce que ça fera donc sauter le compresseur s'arrêtera, donc la température obligatoirement la chambre froide négative montera, et donc si ça se passe la nuit, ça fera une sortie d'astreinte pour le collègue et une sortie d'astreinte complètement inutile parce que le problème est connu. Donc là, je prends pas le risque, je ne mets pas de détendeur normal, hein, parce qu'en plus, comme j'ai dit, la chambre froide négative, c'est d'un fast-food, elle est remplie de bouffe, donc elle est en production, parce que dans la vidéo froid 282, si tu l'as vu, j'avais pris le risque de dire au client que ça pouvait tenir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et ça a lâché en fin de journée, et ça a dû faire sortir un de mes collègues en astreinte. Donc là, c'est clair que je prends pas de risque, j'assure le coup. Donc ce que je fais là, c'est que j'appelle mon responsable pour lui dire qu'il faut changer le détendeur mop et que je n'en ai pas. La température actuelle est à -17 degrés, donc la température est toujours correcte, même si elle ne va pas le rester dans le temps. Voilà, et donc il a fait venir quelqu'un d'autre pour remplacer ce détendeur là par un détendeur mop -20. Et donc lorsque le collègue a fait l'opération, eh bien la chambre froide s'est remise à fonctionner normalement, la température de consigne était de nouveau atteinte, donc la panne c'était bien ça. Donc ce qui est con, c'est que moi j'avais fait le plus facile, hein, c'est-à-dire le diagnostic, et lui il a fait le plus
difficile changer de l'étendard, parce que changer un détendeur par des températures aussi froides, c'est très dur, parce que bon, on le voit pas dans la vidéo, parce que lorsque tu restes dans une chambre froide négative, à moins 17, moins 20, tu restes pas longtemps, c'est pas super bien équipé, parce qu'au bout d'un moment, le froid te brûle le bout des membres, c'est-à-dire les mains, les pieds, c'est affreux quoi. Et donc changer le détendeur thermostatique, il l'a fait par une température aux alentours de moins 17 degrés. Et c'est pas évident à faire. Et moi, je suis parti sur une autre intervention. Donc voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Google+. Les liens sont sous la vidéo. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait et à bientôt pour une prochaine vidéo.